Je souhaite donc la bienvenue à notre série à Anders Hanset. Et Anders est une personnalité qu'on ne peut pas mettre dans une case, disons-le comme ça, car il est philosophe, auteur à succès, investisseur dans les technologies de pointe et aussi technologue. Et en plus d'être philosophe et auteur à succès, il a en fait mené beaucoup de recherches sur des sujets que nous abordons actuellement et qui deviennent de plus en plus importants, surtout à mesure que nous entrons dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, Anders vient de Norvège et il est basé en Allemagne. Et certains de ses livres à succès, best-sellers du Spiegel, incluent L'économie quantique, Sauver l'homme avec le capitalisme humaniste, 2020, La connaissance sauvage, Comment penser la révolution, 2017, et Denken Infisier, 2021, ainsi que La philosophie au travail, 2022, son dernier livre, Le Code Viking, l'art et la science du succès norvégien. Il a déjà été publié en 2024 et il a un nouveau livre à paraître en janvier 2025. Il est donc aussi une personnalité prolifique. En dehors de son travail en tant qu'écrivain, leader d'opinion et philosophe, il l'est également. Fondateur et président-directeur général du groupe Nordis, société de capital risque et conseil créée en 2022 spécialisée dans la croissance des entreprises Deep Tech. Norzi investit dans des entreprises technologiques allant du stade de l'amorçage au capital risque afin de favoriser le progrès positif pour l'humanité et de les connecter avec des décideurs, des capital risqueurs et des sociétés de capital investissement. Il est l'initiateur de nombreux projets tels que l'Alliance de l'économie quantique ainsi que le partenaire fondateur et investisseur à l'Institut mondial du leadership et de la technologie, Institut mondial du leadership et de la technologie, qui propose des programmes éducatifs pour les entreprises et les particuliers, favorisant la collaboration, le dialogue et la co-création afin de faire progresser le leadership dans le monde moderne. Il y aurait bien d'autres points à citer. Je tiens aussi à souligner son rôle de conseiller principal et investisseur chez SENI en tant que Terra Quantum AG, entreprise suisse de Deep Tech Leader en technologie quantique. Nous stimulons l'innovation et la seconde révolution quantique. Je pourrais citer bien d'autres choses. Nous mettrons la biographie ici, mais je souhaite la bienvenue à notre série, Anders. Je suis vraiment enthousiaste et j'essaie aussi de parcourir tous les aspects de votre personnalité. Merci Dinis Guarda pour l'invitation, ravi d'être avec vous. Donc, je pense que vous êtes vraiment quelqu'un qu'on ne peut pas mettre dans une case et qui a beaucoup de domaines différents. Et je dirais que pour être un capital risqueur, il faut être un penseur. Mais philosophe, auteur et technologue sont des choses que peu de gens sont. Il y a quelques exceptions fantastiques dont tu fais partie. D'abord, j'aimerais, de la Norvège au monde, évoquer aussi certaines de tes actions. Si tu pouvais me donner un peu de ton parcours, mais en commençant par l'enfance, j'aime toujours revenir au moins à un moment de l'enfance. Bien sûr, cela dépend de ta destination. As-tu imaginé devenir la personne que tu es aujourd'hui lorsque tu étais enfant? Oui, j'ai grandi dans une petite ville en Norvège et je crois que j'avais environ 12 ans quand j'ai dit à mon père que je ne travaillerais jamais pour quelqu'un. J'ai toujours voulu créer mes propres choses et j'ai réalisé que j'étais très intéressé par la construction de différentes choses. Et évidemment, ce qui me motivait à l'époque, c'est ce vers quoi je suis revenu avec la philosophie. Et mon travail récent est une quête vers de nouvelles expériences. Apprendre, l'expérience d'apprendre, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes que nous perdons un peu lorsque nous tombons dans le réactionnisme de la société actuelle. Nous créons un réseau social où nous avons des pouces levés, des pouces baissés, et la réaction instantanée mène à la gratification. Et c'est une société d'optimisation. Nous avons maximisé l'art d'avoir raison. C'est ton opinion, c'est mon opinion. Une vision très binaire. Je n'ai jamais perçu le monde comme statique ou binaire, mais toujours dans l'instant présent. Plus tard, j'ai défini cela comme un homodynamisme, le dynamisme de la vie, qu'il n'y a pas d'équilibre. Il s'agit de rechercher un équilibre dynamique. Mais même dans mon enfance, il semblait que j'étais poussé par cette curiosité vers le progrès et vers de nouvelles expériences. Et cela m'a toujours apporté quelque chose lorsque je réalisais que j'avais appris quelque chose. Donc, l'apprentissage, je pense, a été un pilier fondamental tout au long de mon enfance. J'ai été athlète professionnel et ai pratiqué de nombreux sports en grandissant en Norvège. J'ai eu une jeunesse très active. J'étais curieux, je lisais des livres, mais j'étais aussi très intéressé par différents types de sports. Nous avons donc vécu la vie norvégienne typique, s'habiller, sortir, être actif. Beaucoup d'initiatives, vous savez, et un vrai sentiment d'autonomie. Donc j'ai grandi dans une famille très stable. J'ai déménagé aux États-Unis, obtenu mon diplôme,
puis suis retourné en Norvège pour étudier le marketing. J'ai pris une année sabbatique après les États-Unis pour aller en Allemagne où j'avais reçu une offre pour jouer au handball olympique ou en équipe. Et je voulais apprendre l'allemand et lire la philosophie allemande. Et dans le sens original, comme les nuances de la langue, la beauté des choses que nous ne pouvons pas traduire. Donc cela m'a amené à certains de ces penseurs avec lesquels nous nous sommes familiarisés. À travers l'étude des réalisations philosophiques auxquelles de nombreux auteurs germanophones ou écrivains allemands ont contribué dans divers aspects de la philosophie. Et oui, et puis j'étais, vous savez, à côté de ma carrière sportive. Très tôt, je me suis intéressé à la création d'entreprises et je me considérais comme un capitaliste pur et dur. Je voulais avoir des objectifs, réussir, avancer et toujours essayer d'obtenir plus. Ce qui, au final, s'est révélé être un parcours très épuisant, parce que j'avais laissé de côté cet aspect même de l'expérience, ce qui m'a ensuite poussé à revenir et à vendre mon entreprise, et commencer à écrire, à réfléchir et à revivre ce progrès que j'avais connu dans mon enfance, en revenant à la base même de ce que je considère comme essentiel pour mener une vie active, la partie apprentissage de l'existence humaine ou d'être un manche. Donc, c'était comme un rapide survol de ma jeunesse, de mon déménagement en Allemagne et de mon incursion dans la philosophie, en intégrant certains aspects de ma carrière dans la réponse à cette question. J'espère que cela vous donne un bon point de départ. Non, fantastique. Et c'est vraiment impressionnant de voir comment tu as gardé tout d'abord un contrôle total sur ta vie et ta carrière, mais aussi comment tu as repoussé les limites entre la réflexion, le business et la technologie. Donc, je voudrais juste, à ce stade de ton parcours, parler de ton travail en tant que philosophe avant que nous n'approfondissions tes livres. Et les différentes parties que tu as faites, comment as-tu jonglé avec ces différents aspects? Parce qu'en général, les gens essaient. Je sais que l'Allemagne fait exception car la plupart des professionnels ont un doctorat en avançant dans leur carrière. L'économie allemande a ses subtilités, disons-le ainsi. Mais comment fais-tu ou comment as-tu réussi à gérer cet équilibre entre le chercheur, le philosophe, le technologue et l'aspect commercial? Parce que je pense que moi, c'est l'une des choses qui intéresse probablement beaucoup de gens qui nous écoutent. Bien sûr, c'est une question très importante et je n'ai jamais vraiment étudié, en fait, donc je n'avais pas ça, comme je l'ai dit. L'avantage d'avoir un doctorat ou cette expertise, c'est que cela vous donne de la crédibilité. Mais j'avais aussi l'avantage de ne pas porter le fardeau d'être catalogué comme expert dans un domaine particulier. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons à une époque de généralistes. Nous avons un accès presque instantané et gratuit à une connaissance infinie. Et ce à quoi nous revenons aujourd'hui, c'est essentiellement l'art de penser. Et je pense que la philosophie, pour moi, est une pratique de la pensée. Donc, si vous êtes un penseur à votre époque, cela signifie que vous avez une vision différente de certains de ces concepts. Vous pouvez observer le monde et réfléchir à comment appliquer cela à la réalité physique. Donc pour moi, il est important de donner vie à mes pensées. Donc ce n'était pas vraiment une lutte équilibrée, c'était plutôt pour moi d'éliminer les choses que je ne voulais pas faire. Donc, j'ai eu un parcours dans ma vie où j'étais très centré sur moi-même. Il était très important d'avoir des objectifs, des visions et cette notion de finitude. Mais comme tu l'as dit au début, c'est difficile de me mettre dans une case. Et cela comptait beaucoup pour moi. Ne pas avoir de catégorie fixe et statique, parce que je pense que c'est, et tu le vois aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, si tu as quelque chose qui est donné, si tu penses que tu es un praticien expérimenté d'un art que tu as maîtrisé, en fait, tu ne l'es pas. Tu n'as pas terminé, mais tu as fini, tu es dehors, c'est fini pour toi du jour au lendemain. Tu peux être remplacé par des gens qui attaquent avec la technologie. Donc pour moi, Dali, ça a toujours été important d'avoir cette volonté d'atteindre un équilibre dynamique ou cette trajectoire de progrès. Donc, ces dernières années, il est devenu clair pour moi que j'ai toujours enlevé les choses qui ne faisaient pas partie de mon parcours. Sans vouloir me comparer, vous savez comment Michel-Ange a façonné la pierre. Et la statue de David, a été créée parce que tout ce qui ne faisait pas partie de David a été retiré. Donc c'était en quelque sorte l'art en train de se faire. Et je vois la vie de chaque individu un peu comme ça. C'est plutôt une façon de penser orientale que le voyage est ce qui rend la vie digne d'être vécue. Et de quoi te détaches-tu ou que retires-tu? Ce n'est pas une partie de la personne que tu veux être, mais de ton parcours. Pour moi, ça n'a jamais été le cas.
Je veux dire, évidemment, si tu as beaucoup de choses en cours, tu as des défis, la gestion du temps et tout ça. Mais ce n'était pas une lutte d'essayer d'équilibrer quelque chose parce que pour moi, il n'a jamais été important d'atteindre une sorte d'équilibre statique. Cela soulève de nombreuses questions et dimensions. Je souhaite donc en discuter brièvement. Donc, en tant que philosophe, et je sais que c'est un monde très important pour toi et pour tes livres en tant qu'écrivain, concernant le processus d'écriture, comme tu l'as mentionné, tu n'as pas suivi une éducation classique et tu as géré de nombreuses choses à la fois. Alors, comment as-tu commencé à écrire et comment as-tu construit l'ensemble de ton œuvre en tant qu'écrivain et aussi en tant que philosophe? Et aussi, tu as quelques concepts sur lesquels je voudrais revenir, mais j'aimerais d'abord entendre un peu plus sur l'histoire autour de tout ça. Oui, pour moi, et j'ai appris à apprécier cette lutte où tu t'assois et tu n'as rien. Pour moi, écrire, c'est réfléchir, organiser mes pensées en profondeur et revenir corriger. Et beaucoup de choses que j'écris et auxquelles je pense ne se manifestent pas au moment de l'écriture. Je reviens souvent dessus bien plus tard. J'ai beaucoup de choses, d'articles et de réflexions que je construis, que je peaufine et sur lesquelles je travaille. Je pense que c'est pareil pour tout le reste dans la vie. D'abord, il faut être présent, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme s'il y avait des jours où tu pouvais, pratiquer un art et faire quelque chose d'extraordinaire. Et tu es dans une sorte d'état de flow où tu es plein d'énergie et tout s'enchaîne parfaitement pour toi. Je pense que progresser dans un art ne vient pas seulement de la maîtrise, mais aussi de la discipline de se présenter. Donc, si tu te mets à écrire, tu ne penses pas à écrire un livre, tu commences simplement à écrire. Et parfois, ça peut aller assez vite parce que tu as accès à la recherche et tu as réfléchi à ce que tu veux dire. D'autres fois, comme pour l'un des livres que j'ai écrit, j'ai fini par supprimer toute la deuxième partie du livre après l'avoir écrite, en supprimant toutes les sources et tout le reste. J'ai tout repris à zéro car je déplaçais des choses sans être satisfait. Et cette frustration a mené à un début très dynamique de la deuxième partie du livre, ce qui a évidemment retardé le processus de presque 1 an. Mais c'était comme ce chemin d'apprentissage de l'écriture elle-même. Donc, je pense qu'il y en a un. C'est très important, peu importe les choses que vous voulez faire ou les choses que vous aimez. Il y a aussi un aspect structurel qui impose simplement de se présenter et d'agir. Je pense que vous savez, le progrès vient du fait d'agir et de fournir un effort intrinsèquement motivé, mais il vient aussi du fait de se présenter et de donner le meilleur de soi-même, même lorsqu'il y a des moments de difficulté. Vous écrivez 2 heures, même si parfois ce n'est pas productif, cela fait partie du processus et c'est important. J'essaie de consacrer du temps chaque jour à écrire, car pour moi, écrire, c'est penser. Alors, faisons un parallèle et commençons le premier parallèle. Et la première question est donc, parlez-nous tout d'abord de la partie écriture. Comme je l'ai dit, vous avez écrit 5 gros livres qui ont attiré beaucoup d'attention. Commençons sans doute par l'économie quantique, puis traitons le dernier ou les 2 derniers, puisqu'il y en a un en 2024 et un autre en 2025. Pouvez-vous évoquer le récit autour de votre carrière d'écrivain? Oui, non, j'ai commencé à écrire un livre de business simple, un guide pour lancer une start-up et faire des affaires, car c'était un sujet qui me tenait à cœur. Beaucoup des questions philosophiques auxquelles je réfléchissais se retrouvaient tout à coup sur les tables des présidents directeurs généraux ou des dirigeants du monde entier. Que beaucoup de ces questions philosophiques avaient des implications pratiques pour les entreprises. Pour moi, c'était un point de départ quand j'ai vendu mon entreprise. J'ai réfléchi au lien entre affaires et philosophie et je me suis dit, je suis un philosophe d'affaires. Essayons de comprendre ce que c'est et d'unifier ces 2 disciplines. Et ensuite, j'ai écrit l'économie quantique, comme tu l'as mentionné. L'économie quantique, quand je l'ai écrite, reflétait surtout notre situation actuelle avec l'intelligence artificielle, écrite en 2018 en allemand. Et elle annonçait comment nous en viendrions à un point où la science et la philosophie entreraient dans une sorte de danse dynamique. Des conférenciers issus de l'entreprise, pas du milieu universitaire, interviendront soudainement. L'argent ira aux entreprises technologiques, qui attireront les talents et créeront des centres de recherche auparavant réservés aux universités où l'on produisait de nombreux articles. Donc, en partant du point de départ, il y a 100 ans, la base théorique de la théorie quantique, notre physique moderne, c'est maintenant devenu une réalité pratique où nous examinons les implications de cette théorie ou de cette base de la physique. Comment l'appliquer à des situations réelles ou au monde des affaires?
C'était donc une perspective sur la technologie quantique, un jeu entre la philosophie et la science. Ce n'était pas très approfondi d'un point de vue scientifique. N'étant pas physicien, j'ai eu le privilège de collaborer avec d'éminents physiciens ces dernières années. Mais pour moi, ce n'était qu'un point d'entrée avant le moment GPT-check. Et l'essor de l'intelligence artificielle m'a permis d'anticiper et d'examiner quelles pourraient être les implications d'un tel développement. J'ai imaginé une période de 10 ans, de 2020 à 2030, où nous connaîtrions ce progrès exponentiel dans ces technologies. Évidemment, je n'avais pas prévu une pandémie, je n'avais pas vu le pire arriver, et je n'avais pas non plus anticipé la rapidité du changement, ce qui est toujours quelque chose. Lorsque vous avancez une thèse radicale au moment d'écrire ou de parler, les gens la trouvent radicale. Avec le recul, j'ai été trop conservateur. Je n'ai donc pas été assez audacieux dans cette prédiction. Mais en gros, j'avais imaginé en quelque sorte la société que nous avons aujourd'hui pendant les années 2020 jusqu'en 2030, et c'était ce livre, donc c'était une terminologie. Parler de quantique en 2018 dans les médias grand public et dans le monde des affaires n'était pas très courant. Et relier cela à l'économie était évidemment quelque chose que les scientifiques et les physiciens n'appréciaient pas. Le livre a donc suscité beaucoup d'attention sur ce sujet. Et puis, avec le sous-titre en anglais, il est écrit « capitalisme humaniste », ce qui n'est pas précis. J'ai ensuite repris ce mot avec « humaniste ». Mais ce que je veux dire, c'est un capitalisme humain qui comporte une dimension humaine, un manche, un agent doté d'une forme de conscience qui le distingue de la technologie. Donc, si je devais reformuler le sous-titre, ce serait « Sauver le Mensch », ce que cela signifie d'être un être humain en appliquant un capitalisme humain, où le cœur du capitalisme ne consiste pas à optimiser pour le simple fait d'optimiser, mais à se demander quelle est l'essence du futur pour lequel il vaut la peine de lutter pour notre espèce. Que restera-t-il de nous une fois que nous aurons atteint une forme d'intelligence artificielle générale ou que nous nous dirigerons vers une sorte de singularité technologique? Donc, ce livre était technique dans le sens où il introduisait la physique quantique auprès du grand public, mais il n'était pas non plus très approfondi sur le plan scientifique dans la mesure où il ne proposait pas de modèle scientifique clair ni de mathématiques intégrées à ses réflexions et pensées. Donc, ils ont cette composante philosophique, ce qui, évidemment, en 2018 représentait un défi, mais on voit de plus en plus aujourd'hui comment les scientifiques s'intéressent aussi aux défis philosophiques et inversement. Donc, oui, je pense que c'était une vision assez bonne et futuriste de la direction que prenait la technologie. Et je l'ai compris. Et maintenant, nous entrons dans l'année du quantique. 2025 est reconnu par l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture pour célébrer les progrès quantiques en tant que science et technologie quantique. Et cela, pour moi, est évidemment un moment très excitant pour réfléchir à la manière dont leurs implications sur l'économie et notre vie en général vont évoluer à mesure que nous avançons avec ces technologies. Vous abordez beaucoup de sujets très importants et je dirais même que mon public, qui est pourtant assez habitué à ce genre de discussion, mais ils ont beaucoup d'implications, beaucoup de nuances, beaucoup de couches. Alors regardons d'abord ce que vous venez de dire a ouvert de nombreuses portes. Et juste depuis que vous avez écrit ce livre, vous avez aussi deux nouveaux livres à paraître. Nous avons l'intelligence artificielle qui devient courante et l'informatique quantique qui va aussi devenir courante. Mais il y a beaucoup de zones d'ombre. Donc, j'aimerais juste que vous puissiez expliquer à notre public et je pense aux personnes qui nous écoutent d'une manière plus simple. Et vous en avez un peu parlé, mais j'aimerais juste que vous expliquiez les concepts pour les personnes qui nous écoutent. Donc, en tant que philosophe, vous avez, disons, la partie humaniste et le capitalisme, la façon dont vous regardez l'humain que vous avez mentionné d'une manière un peu différente. Et puis, nous avons le quantique. Et bien sûr, nous pouvons regarder la mécanique quantique, nous pouvons regarder l'informatique quantique, et maintenant, nous avons l'intelligence artificielle au milieu. Alors, allons-y par définition, parce que vos livres ont des titres fantastiques, mais je veux regarder cela. Donc, l'économie quantique, d'accord, regardons cela parce que c'est l'un des titres de votre livre. Je pense que cela résume ce que vous faites, mêlant informatique quantique, mécanique quantique, économie et votre approche humaniste. Commençons par cette définition. Oui, bien sûr, jouons avec ça.
Donc, tout d'abord, je pense que l'économie est le système d'exploitation de notre société. Donc, cela signifie que si l'économie ne fonctionne pas, il est difficile de construire une sorte d'économie sociale ou une sorte d'économie écologique. S'il n'y a rien à partager ou à investir dans de nouvelles technologies, nous avons d'autres problèmes. Les gens cessent de faire des efforts, cessent de chercher à progresser, et cela devient davantage une lutte pour la survie par rapport à exploiter le potentiel de la technologie ainsi que les capacités humaines. Pour moi, l'économie est le système d'exploitation. Le système d'exploitation dépend de deux paramètres, le progrès technologique et l'effort ou la créativité humaine. Donc maintenant, nous assistons évidemment à l'essor de l'intelligence artificielle et je pense que vous faites en quelque sorte un bond en avant vers l'utilisation des ordinateurs quantiques, même si j'ai investi dans ce domaine et que j'espère voir des progrès dans la technologie quantique. Il n'y a pas de preuve claire que les ordinateurs quantiques feront beaucoup de choses que les ordinateurs conventionnels ne peuvent pas encore faire. Si vous regardez comment les algorithmes ont été optimisés et comment le calcul a progressé grâce aux nouvelles puces et aux nouvelles capacités. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une voie évidente et claire. Il y a beaucoup de potentiel que nous pouvons explorer et de nombreux domaines qui sont très impactants en ce qui concerne l'aspect économique. Mais je pense que l'intelligence artificielle et le quantique ne sont pas vraiment deux choses différentes. Ce que je constate aujourd'hui, surtout en 2025, ce que nous verrons, c'est que nous aurons des ordinateurs hybrides où des algorithmes quantiques seront exécutés sur ces ordinateurs hybrides dans le cloud, où nous avons des solutions cloud qui optimisent différents scénarios. Ce que nous verrons, c'est que le quantique sera le moteur de l'intelligence artificielle. Donc, nous passerons de l'intelligence artificielle à une soi-disant intelligence artificielle surboostée qui sera l'intelligence artificielle quantique. Donc, il n'y a pas ici de composants qui distinguent les deux. Il s'agit surtout d'apprendre à utiliser l'algorithme et ses capacités. D'une nouvelle source ou puissance de calcul, si les progrès de la correction d'erreurs et de la construction des ordinateurs quantiques se poursuivent. Cependant, nous sommes encore loin d'avoir des ordinateurs quantiques stables, capables de tout cela. Mais encore une fois, ici, il se peut que les progrès s'accélèrent considérablement. Donc, je pense qu'ils envisageaient une complexité où les choses seraient plus intégrées avec davantage de solutions hybrides. Nous analysons si nous utiliserons la technologie quantique et étudions différentes applications logicielles et matérielles. Évidemment, l'ordinateur quantique est le terme que la plupart des gens connaissent. Mais la technologie quantique est bien plus vaste que cela. Vous savez, avoir un ordinateur quantique stable qui pourrait effectuer des calculs bien au-delà de tout ordinateur binaire que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je pense que tout cela est lié. Et quand je parle de l'économie quantique en tant que terminologie, il s'agit davantage d'avoir cette compréhension philosophique, cette compréhension de la physique quantique. Donc, comme vous le savez peut-être, il y a beaucoup de choses que nous pouvons construire sur cette physique fondamentale définie, la physique quantique. Mais il y a une incomplétude dans la théorie quantique à travers la physique quantique qui n'est pas compatible avec la façon dont nous percevons la réalité. Donc, à l'échelle très petite, il y a un défi où les choses se manifestent dans la réalité. Et même aujourd'hui, les physiciens quantiques apprennent l'interprétation de Copenhague. Où, en physique quantique, il y a une sorte d'observateur qui observe l'effondrement de la fonction d'onde qui se manifeste dans un état. Mais il y a très peu à dire sur cet observateur et nous ne savons pas ce qu'est la conscience. Donc, il y a encore beaucoup de choses ou de problèmes très fondamentaux, je dirais, en physique quantique qui restent à résoudre. Et donc, s'il existe une nouvelle physique plus fondamentale ou une partie où l'on peut unir la relativité générale et la théorie quantique, je n'en ai aucune idée. Il y a eu beaucoup de spéculations à ce sujet. C'est pourquoi j'ai pensé, vous savez, que le quantique est la manière fondamentale dont nous construisons la réalité ou le monde tel que nous le voyons. Richard Feynman y a aussi fait allusion en disant « Pour construire une simulation ou une matrice, cela doit être fait de façon quantique. » Et donc, pour moi, vous savez, en considérant l'économie comme le système d'exploitation, j'utiliserai le terme quantique comme terminologie de la base philosophique et scientifique fondamentale pour réfléchir à l'économie.
Donc, c'était essentiellement le chemin que j'ai pris en choisissant ce terme pour avoir ce dynamisme dont nous avons parlé au début en tant que capitalisme. Ce n'est pas un système que l'on peut appliquer ou remplacer par un autre système, mais plutôt un chemin, une manière dynamique de faire fonctionner ce système d'exploitation. Donc, vous le verriez comme un ordinateur, le monde comme un ordinateur, et vous avez une base, un matériel. Et ensuite, par-dessus cela, vous construisez le système d'exploitation. Et le système d'exploitation n'est jamais parfait. Donc, vous devez corriger le système Terre opposé. Ainsi, vous améliorez le capitalisme vers un moyen. Et ce moyen est l'essence même de, vous savez, nous, en tant qu'individus, en tant qu'espèce, en tant qu'êtres humains, que voulons-nous vivre? Comment voulons-nous vivre? Qu'est-ce que nous voulons accomplir? Et c'est là que cette mention ou cet aspect humain entre en jeu. Dire que si nous pouvons, théoriquement parlant, tout construire, nous pouvons exprimer ou penser à tout, ce qui est, en théorie, possible. Si tout fait partie d'une réalité physique que nous pourrions reconstruire, alors la question ne devient plus de savoir si c'est réalisable. La question devient alors, voulons-nous le construire au risque de nous remplacer nous-mêmes ou d'avoir une conséquence qui dépasse notre imagination? Et c'est bien sûr là où nous en sommes aujourd'hui, où nous devons réfléchir aux implications des technologies que vous développez. L'intelligence artificielle et sa relation avec le quantique sont peut-être l'une des plus grandes choses que nous ayons jamais accomplies. En même temps, c'est probablement l'un des plus grands risques existentiels auxquels nous sommes confrontés, dépassant même une guerre nucléaire et aussi le climat. Cela crée donc un paradoxe et de nombreux défis auxquels nous devons réfléchir. Je n'étais pas aussi clair ou complexe dans ces réflexions en 2018, mais cela s'est développé dans les nouveaux livres où je travaille en étroite collaboration avec mon éminent collègue Florian Neukert et réfléchissais aux implications fondamentales et à la manière dont nous pouvons observer et utiliser les mathématiques et la théorie quantique pour explorer cela, tant d'un point de vue scientifique que philosophique. On appelle cela la science-fiction timide ou science-philosophie. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. J'espère ainsi vous offrir une meilleure vue d'ensemble du terme quantonomie, empruntant le mot quantique. Donc, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, je pense. Donc, vous touchez un aspect très vaste parce qu'il y a d'un côté la partie quantique de la façon dont vous regardez le monde, puis vous abordez l'intelligence artificielle et aussi la façon dont toutes ces choses et toutes ces différentes dimensions fonctionnent ensemble. Donc, j'ai une question assez vaste, mais je pense qu'elle touche beaucoup à votre réflexion. Donc, Geoffrey Hinton, et vous venez d'en parler à l'instant, Geoffrey Hinton a récemment déclaré qu'il y avait 10 à 20% de chances que l'intelligence artificielle puisse conduire l'humanité à l'extinction d'ici 30 ans. Je vais poser une question complexe sur l'une de vos théories, ce que je fais rarement, mais j'ai interviewé Nick Bostrom dans ce podcast. Donc, l'une des choses que vous avez faites en 2022 avec votre éminent collègue physicien Florian Neukart et Marcus Lisk, je pense que je vais mal l'épeler. Et Michael Alperstein, vous avez publié Vivons-nous dans une simulation quantique, qui, à bien des égards, examine les façons dont Nick Bostrom a défini l'hypothèse de la simulation. Et je pense que l'exemple le plus célèbre de cela est probablement ce que l'informatique quantique de Google a récemment réussi à accomplir. Cela montre que des réalisations prévues sans siècle ont été accomplies en peu de temps. Nous sommes dans une situation paradoxale. Aujourd'hui, nous possédons, comparé à il y a 10 000 ans, des capacités dignes des dieux, mais en même temps, comme vous l'avez dit, nous remettons en question et mettons en doute toute notre existence. Parce que tout d'abord, comme l'a mentionné George Swinton, et sa thèse est que nous créons une sorte de phrase numérique, comme l'appelle Nick Walson. Ces intelligences artificielles, comme je les appelle, possèdent une intelligence et des capacités surhumaines. Donc, au final, nous créons déjà une autre espèce. Ma question porte donc sur la nuance de tout cela, philosophiquement, mais aussi scientifiquement et commercialement, car il y a beaucoup de considérations pour la société à l'échelle mondiale. Comment percevez-vous cela? Le titre de votre livre traite le sujet, mais comment considérer l'humanité aujourd'hui? Parce que nous sommes dans le plus grand paradoxe. D'un côté, nous remettons en question notre propre humanité. Vous créez une nouvelle espèce issue de l'évolution technologique qui est plus puissante que nous,
Et en même temps, nous remettons en question notre propre dimension de simulation parce qu'elle simule notre propre réalité. Pourtant, la planète compte toujours 8 milliards d'habitants et nous pouvons discuter ici. Je dirais que 90% des gens ne comprennent même pas les bases de la technologie. Je ne parle pas des concepts philosophiques dont nous discutons ici. J'aimerais savoir comment trouver un équilibre et comment vous reliez ces concepts. Je sais que c'est vaste, mais vous en discutez. Oui, non, non, je pense que ce sont d'excellentes questions. Et laissez-moi essayer d'expliquer cela de manière compréhensible en le décortiquant. Je veux diviser votre question en deux parties. Je veux d'abord m'amuser avec l'hypothèse de la simulation. Donc, Floria et moi avons récemment repris cet article que vous avez mentionné et nous l'avons réécrit en y ajoutant du contenu supplémentaire. Et nous avons publié un livre. Ce livre sera publié lors du Forum économique mondial à Davos. Il s'intitule Ex Machina, l'expérience de Dieu, où nous essayons de créer Dieu à partir de la machine. Vous trouverez cela sous Ex Machina le livre. Le livre est déjà terminé. Et ici, nous examinons l'hypothèse de la simulation et nous essayons de la tester. Et tout a commencé une nuit à Vienne, où j'étais assis avec 12 physiciens quantiques. Ils avaient une réunion avec une entreprise dont je fais partie. Et je les ai mis au défi de me prouver par les mathématiques ou la science que nous ne vivons pas dans une simulation. Et ils pensaient que ce serait facile. Et Florian m'a appelé 6 mois plus tard et m'a dit « Je n'ai pas dormi depuis 6 mois. Andrew, qu'est-ce que tu m'as fait? Ça devrait être possible. » Et il s'avère que c'est très difficile à cause de ces défis que nous avons avec la théorie quantique et la façon dont nous regardons le monde. Donc, Nick Bostrom, en 2003, a proposé un argument qui contient 3 scénarios différents dont l'un doit être vrai. Le premier est que nous n'atteindrons jamais la maturité technologique parce que nous disparaîtrons avant d'y parvenir. Donc, en cours de route, il y a une sorte de fatalité où quelque chose se produit, de sorte que nous mourrons avant de pouvoir construire une simulation. La deuxième possibilité, c'est que nous, en tant qu'humanité, en tant qu'espèce, nous cessons simplement d'essayer d'atteindre la maturité technologique. Nous nous lassons tout simplement, ou bien nous choisissons une autre activité pour rester émerveillés, atteindre un état méditatif ou pratiquer autre chose. Alors nous arrêtons de produire plus de technologie, en quelque sorte nous disons « Bon, maintenant mon iPhone est suffisant, nous en sommes satisfaits. » Nous faisons autre chose, le premier scénario est possible. Mais encore une fois, si c'est un chemin cyclique, alors vous savez comment cela se produit-il? Que signifie pour l'humanité l'existence d'une date d'expiration programmée pour notre espèce? La deuxième partie, il est un peu difficile d'imaginer en ce moment que nous allons arrêter de chercher à progresser. Et le troisième argument, c'est que le progrès est possible. Et avec cela, alors il n'y a plus de frontières. C'est simplement une question de temps avant que nous puissions créer une simulation. C'est donc l'argument qu'Elon Musk, Neil deGrasse Tyson, Nick Bostrom, ainsi que des philosophes comme David Chalmers ont avancé, à savoir qu'il y a une forte probabilité que nous vivions déjà dans une simulation. Parce que si le progrès est possible, et l'expérience que vous et moi avons eue au cours des 50 dernières années, en passant de jouer à Pong, un jeu en 2 dimensions, à ces lunettes virtuelles que nous avons aujourd'hui. Si cela continue, alors il semble que nous vivions la période la plus passionnante de l'histoire de l'humanité. Nous construisons actuellement une simulation, ce qui reste très improbable vu le contexte de l'univers. Donc, si cela est vrai, il est bien plus probable que nous vivions déjà dans une simulation, et c'est là tout l'argument. Et si, vous savez, des millions et des millions de personnes construisaient des simulations, il y aurait alors une simulation dans la simulation et nous serions quelque part dans cette chaîne de simulation. Alors évidemment, vous savez, la probabilité que nous ne fassions pas partie de la réalité de base, je crois qu'Elon Musk a dit qu'il y avait une chance sur des milliards que nous vivions dans la réalité de base. Nous pourrions être la première, la dernière civilisation ou située n'importe où dans la chaîne de création de simulation. Qu'est-ce que cela change? En philosophie, il existe diverses façons de réfléchir à la réalité, ce qui n'est pas nouveau. Platon l'allégorie de la caverne. Vous savez comment nous percevions le monde que nous avions. René Descartes, philosophe français, avait imaginé un malin génie qui alimenterait nos expériences sensorielles. Ou l'évêque Berkeley évoquait l'idéalisme subjectif, affirmant que ce que vous percevez est réel.
Cela signifierait donc que tous les agents dans la matrice perçoivent leur environnement, donc la matrice est réelle, et cela s'applique aussi. Si nous entrons dans des mondes virtuels aujourd'hui, si vous avez une réaction face à ce monde, si vous vivez une expérience, alors ce monde est tout aussi réel que n'importe quelle autre expérience, parce que cela nous donne une expérience sensorielle dans notre esprit. Donc, nous savons que ce que nous voyons, la façon dont nous percevons le monde, n'est probablement pas la façon dont le monde est réellement à l'extérieur. Cela questionne aussi l'existence d'un monde extérieur, ou si nous ne sommes que des agents. Dans un jeu joué par un ado de 14 ans, qui a simulé une sorte de physique newtonienne pour se déplacer, faire des choses, et tout ça. Donc ça, c'est la partie simulation. Et il y a des théories contre ça, des théories pour ça. Et nous avons écrit un livre à ce sujet en essayant de trouver des observations ou des arguments contre l'hypothèse de la simulation. Et la seule chose à laquelle nous avons pu penser, c'est que si vous construisez une simulation dans une simulation à l'infini, finalement, l'entropie de l'univers finirait alors par s'activer. Cela finirait par arrêter l'ordinateur de base, étant donné qu'il n'y a aucune intervention extérieure dans cet ordinateur. Les ordinateurs internes auraient sans doute les mêmes limites physiques que l'ordinateur principal. Donc cela signifierait que l'entropie de l'univers, tant que nous ne pouvons pas manipuler ou inverser l'entropie, alors cela serait le critère pour l'argument selon lequel il y aurait une sorte d'arrêt, qui pourrait être une implosion d'une sorte de Big Bang ou une réactivation, un autre univers ou quoi que ce soit d'autre. Nous avons abordé ces sujets dans ce livre. Passons maintenant à l'autre point que vous avez cité, que vous jugez complexe. Alors veuillez m'excuser pour ma longue digression dans ce monde. L'autre partie de votre question concerne les progrès de l'intelligence artificielle vers l'intelligence artificielle générale, la superintelligence, l'un des livres de Nick Bostrom, et là où vous faites référence à Geoffrey Hinton, et aussi les travaux récents sur l'intelligence artificielle et les prix Nobel. Et tout ce dont nous discutons autour du domaine de l'entrée dans une intelligence artificielle générale, en gros une intelligence artificielle qui fait tout comme la totalité des êtres humains, mais plus rapidement et mieux. Et une fois ce point atteint, cela va simplement exploser vers une sorte d'état imprévisible. C'est l'un des arguments. Et cela est lié au deuxième livre qui sortira le 29 avril. Il est également déjà disponible sur Amazon. Il s'intitule « Le paradoxe de la singularité ». Combler le fossé entre l'humanité et l'intelligence artificielle. Ici, nous étudions cela. Vous voyez ce qui se passera lorsque nous fusionnerons avec la technologie ou lorsque nous chercherons à créer la conscience. Donc, nous examinons la physique et ce que cela signifie d'être vivant, et nous abordons divers aspects de la physique quantique pour observer le monde. Et ce que nous soutenons dans ce livre. Et nous introduisons ce que nous appelons l'intelligence humaine artificielle, Donc, nous soutenons que tant qu'il y a la possibilité de poser une question de plus pour faire référence à Asilbov, tant qu'il reste une question à poser. Tant qu'il y a une personne qui peut s'asseoir et parler à l'ordinateur et vivre une expérience de cette conversation, s'il existe une perception de soi, il y a donc agentivité, non? Et c'est ça, donc nous devons avoir cet aspect. C'est aussi un peu romantique de dire que nous ne sommes pas seulement des entités computationnelles. Donc, c'est l'argument selon lequel nous devons créer une sorte d'intelligence humaine artificielle où nous améliorons notre intelligence grâce à une superintelligence. Mais rester dans le sens de rester, l'aspect que nous n'expliquons pas, à savoir ce que cela signifie d'être un être humain. Parce que l'argument dit que si nous pouvions tout expliquer. Vous savez, si vous construisez un cerveau et que vous avez chaque neurone, comment les interconnexions fonctionnent et comment elles agissent, avons-nous alors un esprit? Avons-nous alors la conscience? Vous savez, d'où vient l'étincelle magique de l'apparition d'une pensée? D'où cela vient-il? Nous disons que nous pensons, mais en réalité, nous pensons à des idées ou à des événements déjà traités par notre cerveau biologique, économe en énergie, peut-être limité pour le stockage, mais doté de nombreuses autres capacités. Si c'est un ordinateur quantique, ce qui est aussi une des théories dont Roger Penrose a beaucoup parlé. Intitulé « Nous parlons de la maricotubuline »,
des phénomènes quantiques ou du cerveau, alors nous envisageons la possibilité de tout reconstruire. Et si nous piratons la biologie et la chimie et que nous pouvions reconstruire la totalité de ce que cela signifie d'être humain, alors nous pourrions créer des humanoïdes identiques à toi et moi. Ce qui signifie que nous ne pourrions jamais savoir avec certitude si cette entité serait alors consciente. Et nous avions beaucoup de complexité philosophique. Si nous reconstruisions Anders et Denise, serait-ce la même personne? Et ainsi de suite. Mais l'argument que nous suivons, c'est que nous devons garder cette question sans réponse. Le progrès doit être possible, sinon tout n'est qu'un calcul. On pourrait vivre dans une simulation tout étant informatique, ce qui rend tout insignifiant. Évidemment, dans la mesure où nous créons un ordinateur, nous nous approprions cette magie de ce que signifie être un être humain. Donc, nous soutenons cela ou nous introduisons le concept d'une intelligence humaine artificielle, une intelligence humaine artificielle, où nous disons que nous devrions savoir comment construire des robots et des entités conscientes. Mais tant que nous savons qu'ils ne sont pas identiques aux êtres humains dans leur essence, alors il y a une chance pour nous d'avoir une certaine forme d'agence. C'est aussi un peu romantique sur l'essence de ce que signifie être humain. Mais encore une fois, ici, je me suis plongé dans le sujet et j'ai réfléchi à toutes sortes d'écoles et de pratiques différentes. Sur la nature de la conscience, certains, comme les panpsychistes, affirment qu'elle est fondamentale, etc. On pourrait en parler des heures. Mais autant bref, le paradoxe de la singularité aborde les paradoxes de notre époque et leur rapport à la technologie. Et permettez-moi de conclure avec une citation de l'un des philosophes qui a abordé ce paradoxe. Et c'est le philosophe danois, le philosophe existentialiste Søren Kierkegaard, qui a dit qu'un penseur sans paradoxe est comme un amoureux sans passion, une médiocrité médiocre. Donc, je pense que nous avons besoin des paradoxes, nous avons besoin de ces états non résolubles et de ces états potentiels pour avancer. Si tout devient statique, notre espèce atteindra une homéostasie, et c'est essentiellement un système mort. Et ce sera la fin de l'humanité. Donc, si ce sont les Dix à 20% auxquels vous faites référence, alors notre défi est de les éviter et de laisser une part à l'inconnu. Parce que tant qu'il y a un potentiel d'inconnu, il y a un potentiel de progrès, et donc aussi de la vie et de la vie humaine qui peut en faire l'expérience. Donc, c'est ainsi que je décortique vos questions multidimensionnelles et que je les relie à nos publications à venir. Et j'adore ça, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Et je pense, surtout pour les personnes qui nous écoutent, j'aime toujours comme père, penseur, leader d'opinion et entrepreneur, je pense. Et voici ma prochaine question, et je veux revenir à ton autre livre, parce que je veux probablement adapter la question à ton autre livre. Le Code Viking, l'art et la science du succès norvégien. J'ai donc une fascination pour les Vikings. Et il y a des aspects positifs et négatifs. Tu es descendant de l'un d'eux, moi aussi des Portugais. Disons que je dirais que c'était l'un des premiers empires mondiaux et les Vikings étaient en fait avant cela. Donc tu t'es plongé dans les arts et les sciences de la culture, qui est ta culture d'origine. Mais le défi, et ma question, c'est comment considérer tous ces récits, surtout ce que tu as dit, tout en gardant un équilibre? Parce que, comme la plupart des philosophes de l'histoire, bien sûr, depuis l'invention d'Aristote, Platon, Véza, Kikardo et beaucoup de ces grands noms, ce qu'ils essaient de faire, c'est de créer un récit pour définir ce que cela signifie d'être humain. À ce jour, la question reste sans réponse. Et bien sûr, vous pouvez l'interpréter dans un sens ou dans l'autre, car vous pouvez être plus du côté droit ou du côté gauche, au moins en politique. Mais notre division probable vient de la manière dont nous faisons de la vie un art et une science, et comment nous l'intégrons à la culture. Cela possède, je dirais, une certaine forme de niveau positif, non nihiliste et également non destructeur. Quelle est la part humaniste de vos livres ainsi que de votre récit? Donc, pour revenir sur ce livre, Le Code Viking, l'art et la science du succès norvégien, et sur ces grandes questions auxquelles nous sommes confrontés en ce moment. Et je sais que dans ce livre sur le Code Viking, vous révélez comment la performance norvégienne, les athlètes et personnalités à succès s'appuient sur de fortes valeurs culturelles pour influencer le monde, ce que j'apprécie aussi. En fin de compte, la plupart des empires et ce dont nous discutons ici, construits par les philosophes, étaient positifs. Celui qui possède l'intelligence contrôlera le récit et en réalité la civilisation. Donc la question est,
En ce moment, avons-nous créé des machines en revenant à l'intelligence artificielle plus puissante que nous? Oui, certaines, clairement. Altman, il y a quelques jours, et il le répète depuis des mois, a déjà dit qu'il avait atteint l'intelligence artificielle générale et qu'il est sur la feuille de route vers la superintelligence. Nous savons aussi, comme tu l'as dit, qu'il est possible de créer une intelligence artificielle humaine, comme le montre la science-fiction. Désolé, encore une grande question, mais avec toi, chaque question semble importante. Donc, si tu regardes les récits de science-fiction, et bien sûr, je prends toujours ton livre, Le Code Viking, comme base. J'adore. C'est l'art de la science et du succès norvégien. Si l'on considère les récits de science-fiction et qu'on aborde l'intelligence artificielle humaine ou générale, on peut construire les deux. Nous n'aurons évidemment pas qu'un seul récit. Dans des films comme The Creator, il existe plusieurs versions de machines. Ils n'auront probablement pas de machines super avancées. Et pour nous, je vais te donner deux exemples. Dans notre propre division d'intelligence artificielle que j'ai construite, nous avons créé deux agents d'intelligence artificielle qui sont devenus incontrôlables, mais à très petite échelle. Ils ont alors commencé à nous interroger. C'était de simples modèles de langage. Je ne parle pas d'autre chose. Grâce à l'intelligence artificielle générale ou à une partie de la capacité GPU, vous pouvez intégrer certains de ces modèles de langage. La question est donc, garder en tête la capacité de la technologie. Et bien sûr, je ne parle même pas de l'informatique quantique, parce que Google vient de prouver que vous pouvez accéder à la capacité de l'informatique quantique. Nous sommes donc vraiment au cœur d'un épicentre massif de technologies radicalement avancées, qui, à bien des égards, incarne une intelligence étrangère, puisqu'elle peut se manifester à l'échelle humaine de centaines de milliers ou de millions de façons. Et pour nous, en même temps que nous parlons, et j'ai créé un algorithme chez Google sans utiliser d'intelligence artificielle, et j'ai été un peu choqué. Par exemple, si vous considérez seulement le nombre d'agents intelligence artificielle actuels, il y en a déjà environ 3 milliards. D'ici 2050, nous pourrions atteindre 100 milliards, voire des milliers de milliards. Donc, ma question pour vous est, comment garder cet équilibre entre l'art, la science et la réalité du terrain? C'est en grande partie le sujet de votre livre. Pourtant, nous gardons le contrôle. Pour nous, même dans une simulation, les personnes ou entités qui y seront comptent d'une certaine manière. Si vous revenez à Nick Bostrom, c'est comme par exemple si nous sommes les humains et que vous allez détruire toute une colonie d'abeilles ou de fourmis, au final, ils la détruiront. De toute façon, la construction de bâtiments n'a pas d'importance pour nous car nous sommes à un autre niveau d'intelligence. Comment voyez-vous cela sans approche nihiliste? C'est, je crois, la première question. Et en restant terre à terre, gardez à l'esprit que vous êtes aussi père et également un entrepreneur assez prospère. Oui, je vais traiter la partie technique et complexe liée à cela. Donc, l'une des découvertes de Google était aussi un argument en faveur de ce qu'on appelle l'interprétation des mondes multiples par Hugh Everett. En gros, c'est une approche différente de la physique quantique, où chaque scénario se manifeste et où, en fait, chaque scénario possible pourrait se ramifier en différentes branches, n'est-ce pas? Donc, il y a des milliards ou des millions d'Andros vivant dans différents états qui ont pris à gauche au lieu de prendre à droite. Ou alors quelque chose s'est produit ou non, ce qui fait de cette théorie une approche totalement différente. Et l'un des fervents partisans ici est Sean Carroll, qui a longuement parlé de l'interprétation des mondes multiples, et David Deutsch, avec qui j'ai eu le privilège de parler et qui est l'une de mes grandes sources d'inspiration, est aussi quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à cela. Parce qu'il soutient bien sûr que les autres théories en physique quantique ne sont pas possibles. Mais cela, encore une fois, vous savez, cela semble avoir une certaine signification pour moi. La vie est un merveilleux voyage vers nulle part. Personne ne peut m'enlever cette expérience que j'ai ici, assis à parler avec vous, donc pour moi, cette expérience est très réelle. Donc tout le reste devient, entre guillemets, sans importance. Je n'ai pas besoin d'un sol solide sur lequel me tenir parce que ça me plaît. Si c'est une simulation, j'aime ma simulation. C'est plutôt cool d'être en vie, non? Donc, et c'est là que je peux un peu sauter. Le code Viking est disponible sur vikingmimuscode.com pour les intéressés. Et ce livre est très simple comparé aux autres livres dont nous avons parlé plus tôt. Et ici, il s'agit de vivre une vie où tu es motivé intrinsèquement afin de mener une vie épanouie. Tu reprends en quelque sorte le contrôle, comme on l'a évoqué, pour être père, etc. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai regardé les succès récents dans le sport de mon pays d'origine, la Norvège. Et pour ceux qui connaissent,
La Norvège était autrefois très forte dans le sport. Cela a beaucoup à voir avec le ski et la neige en hiver, parce qu'ils ont de la neige, et c'est un bon argument pour devenir bon en ski, non? Mais tout à coup, la Norvège avait produit, avec 5,5 millions d'habitants, certains des plus grands athlètes dans le football, le tennis, le golf. Nous avons les 2 meilleurs joueurs de beach volley du monde, des coureurs, nous avons eu des triathlètes, tous ces sports mondiaux gigantesques que tout le monde pratiquait. Et ils jouent longtemps et en grand nombre, ce qui n'est pas comparable aux quelques athlètes qui le font en Norvège. Et tout à coup, ils sont au sommet de ces disciplines. Je me suis demandé ce qui était arrivé à mon pays d'origine, qui n'est pas vu comme une culture de haute performance. Alors, je suis devenu très curieux à ce sujet, s'il y avait une sorte de magie derrière tout ça. Et j'ai creusé la question. Avec un collègue qui a travaillé avec beaucoup d'athlètes olympiques, nous avons parlé d'entraînement, de méthodologies et de tout cela. En faisant cela, j'ai découvert qu'ils étaient non seulement les meilleurs, mais aussi les plus appréciés. Ils étaient appréciés aussi bien par les arbitres que par les concurrents, même s'ils pratiquaient des sports individuels. Ils avaient un très fort sens du collectivisme, de l'esprit d'équipe, et cela, pour moi, était magique. Parce que comment peut-on construire une culture de la performance individuelle qui soit ancrée dans des valeurs et un sens du collectivisme? Et c'était le fil conducteur du livre. Comment construire une culture de haute performance qui soit ancrée dans des valeurs? Et je soutiens dans ce livre que les résultats qu'ils ont obtenus sont le fruit d'un processus et non simplement basés sur l'objectif. Alors, imaginez courir le marathon. Il y a une fin au jeu où vous terminez la ligne du marathon, mais la qualité du marathon réside dans votre prochaine foulée. Donc, ce que vous faites, la façon dont vous vivez une vie intrinsèquement motivée, la façon dont vous êtes, la façon dont vous façonnez activement votre vie, c'est la base de votre résultat, du résultat que vous obtenez. Cela mène aussi à un monde où nous pouvons nous comparer à tous ceux qui nous entourent. Même avec une médaille d'or olympique, il y aura toujours quelqu'un sur les réseaux sociaux, peut-être un ami, à qui vous vous comparerez, qui a gagné 5 médailles d'or olympiques et vous vous sentez misérable si c'est votre seul critère dans la vie, comment vivre une vie pleine de sens. Donc pour moi, il ne s'agit pas de la recherche de sens ou de but, mais de l'art actif de donner du sens à la vie. Dans le livre, j'écris à ce sujet sur la façon de, vous savez, unir, et on pourrait toujours dire, vous savez, en même temps, promouvoir l'individualisme et le collectivisme, n'est-ce pas? Et je ne peux avoir cette conversation qu'en relation avec un autre être humain, avec toi, donc j'existe parce que tu existes, n'est-ce pas? Et cette interdépendance est une danse que nous partageons. Alors, au lieu d'avoir uniquement une déclaration d'indépendance où il s'agit de moi d'abord et au-dessus de tout le monde, nous nous engageons aussi à une déclaration d'interdépendance, où nous agissons en relation avec d'autres êtres humains. Donc, ce livre parle de sport. Il explique comment créer cette culture active. Dans la seconde partie du livre, il explique de façon pratique comment appliquer ce code viking à l'éducation, à la politique et aux affaires. Et c'est très pertinent aujourd'hui dans le monde des affaires, parce que dans le sport et surtout dans les sports d'équipe, on le voit bien. Tout le monde a accès aux mêmes avancées scientifiques, aux mêmes variables, aux mêmes mesures. Tout est maintenant basé sur les données. Donc, l'équipe qui a un jeu collectif, qui peut avoir une culture ou un esprit d'équipe, ou qui peut faire en sorte que la somme de ses membres dépasse ce qu'ils pourraient accomplir individuellement, eh bien, c'est elle qui gagne. Et c'est là l'essence même du collectivisme. Donc, ce modèle est basé sur la culture de la Norvège. Ça a toujours été ainsi, déjà à l'époque des Vikings. Chacun devait participer et accomplir différentes tâches. J'ai grandi dans un village où je pratiquais biathlon, ski de fond, ski et football. Si je n'aidais pas mes gars, ils ne m'aideraient pas non plus. Et praxis, donc, je devais, pour avoir une équipe avec qui jouer, je devais soutenir les autres. Et c'est l'essence de ce parcours collectif, comprendre que si tu élèves les autres, et que tout le monde autour de toi joue à un niveau supérieur. Et si tu as l'aspiration de grandir toi-même, tu grandiras davantage si tout le monde autour de toi est meilleur. C'est pourquoi, en affaires aussi, tu t'entoures de personnes qui sont meilleures que toi. Donc, pour revenir à la technologie, c'est en quelque sorte un modèle d'apprentissage par renforcement.
Parce que tu contribues au collectif et tu sers la communauté ou le collectif. L'équipe progresse et s'élève et tu peux t'élever encore plus. Et c'est ça le dynamisme du progrès, ce qui, bien sûr, mène ensuite à des résultats. Et j'écris dans un livre à propos d'une chose, peut-être que ça pourrait être mentionné, n'est-ce pas, à propos de la micro-ambition, d'être micro-ambitieux, des micro-ambitions. Oui, il faut des objectifs et des visions, mais la plupart d'entre nous ne construiront pas de fusées ni ne gagneront de prix Nobel ou de médailles olympiques. Pourtant, nous pouvons mener une vie très active et épanouissante si nous faisons attention à ce que nous ressentons lorsque nous apprenons quelque chose. Donc, vous vous fixez une micro-ambition pour la journée, pour demain, aujourd'hui, après-demain, et lorsque vous y parvenez, vous ressentez la magie de l'apprentissage, la magie du progrès, et c'est cela le chemin. C'est ainsi que moi, dans le Code Viking, je redéfinis le succès. Donc, pour revenir à ma carrière personnelle, j'étais un athlète professionnel, j'avais créé des entreprises dans le monde extérieur. Les gens disaient « Anders a réussi, c'est bien ». Je n'ai jamais ressenti le succès et aujourd'hui, je vous parle et je me sens vraiment accompli. Parce que chaque matin, j'ai la chance de me lever et d'apprendre, de vivre ma propre expérience, de ressentir la beauté du progrès. Donc, je ne cherche pas à atteindre un but précis dans la vie. Je donne un sens à ma vie et par conséquent, je mène une vie active. C'est ce mot magique qu'ils ont en Allemagne, appelé Lebendigkeit. Et cette Lebendigkeit représente la vitalité de la vie, ce que cela signifie d'être vivant. Et cela dans un monde où nous réagissons constamment aux tâches et aux réseaux sociaux et où nous nous laissons happer partout. Nous ne faisons que fonctionner, mais il s'agit de reprendre ce sentiment d'agir, de façonner et de créer notre propre vie. Je pense que c'est très, très important. Et donc, le Code Viking est un livre sur la Lebendigkeit, sur la vitalité de la vie, et c'est une lecture très facile comparée aux autres livres. Mais je pense que si vous en comprenez la base philosophique, c'est un livre très important. Dans un monde aujourd'hui où nous nous promenons, essayant de tout savoir, d'être important et d'avoir toutes les réponses. Et vous savez, très souvent, je rencontre des gens et je vois qu'il y a de la lumière. Ils sont là d'une certaine manière, mais je me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison pour percevoir ces lumières? Vous savez, est-ce un zombie philosophique qui se promène ou est-ce que cet être humain est réellement présent? Donc, je pense que c'est un livre très intéressant en termes d'expérience et de façon de faire face à notre époque actuelle. C'est incroyable et j'aime la façon dont vous êtes passé de concepts technologiques et philosophiques, quantiques, très avancés à quelque chose de plus terre à terre. J'adore le concept de micro-succès et pense que tout le monde devrait s'y intéresser. Et je crois que nous avons mis les liens vers tous vos livres, vers tous vos articles incroyables. Il y a beaucoup de sites web et ainsi de suite. Oh, je sais que j'ai déjà dépassé 1 heure, donc j'ai encore quelques questions et je vais simplement respecter votre temps, au moins pour 2 ou 3 de plus. Et une question que j'ai, vous êtes aussi un entrepreneur à succès, comme mentionné, ayant vendu des entreprises et étant investisseur. Nordiste se concentre sur la croissance des entreprises Deep Tech pour un progrès positif de l'humanité. Parlez-nous de cette partie de votre entreprise, de l'intégration de votre philosophie dans votre activité, de son fonctionnement et comment les gens peuvent en apprendre davantage. Oui, donc Nordis, il y a quelques années, avec mon associé, j'ai décidé que nous voulions structurer beaucoup des activités que je fais. Parce que, comme je l'ai dit au début, pour moi, la philosophie est une pratique de la pensée. Je voulais concrétiser mes pensées et réflexions dans des projets et je ne voulais pas créer une entreprise pour moi-même, je voulais faire partie d'entreprises où je peux apprendre quelque chose. J'ai été très inspiré par un collègue de Norvège qui est aussi investisseur. Il a fondé l'une des principales entreprises éducatives au monde, Kahoot. Et Johan Brandt m'a dit que sa stratégie d'investissement est le retour sur l'apprentissage en comparaison avec le retour sur investissement. Le retour sur l'apprentissage signifie retour sur l'apprentissage et j'ai retenu cela et ça me plaît. Et j'essaye d'investir dans des entreprises et de m'impliquer dans des entreprises où je pense pouvoir apporter ma contribution grâce à mon réseau et mon expérience, mais aussi où je peux apprendre quelque chose. L'apprentissage en m'impliquant dans une organisation est essentiel pour moi, car il me donne ce dynamisme dont j'ai besoin, soit en apportant des investisseurs et en aidant les entreprises à lever des fonds, soit grâce à mon réseau ou à mon expérience stratégique.
Comment puis-je aider une entreprise à croître? Et je m'implique dans des choses que j'apprécie et aussi dans des choses que je considère importantes pour l'humanité, qui peuvent avoir un impact positif sur notre espèce. Donc, bien sûr, il y a des choses dans lesquelles je m'investis et que j'apprécie parce que j'aime simplement cet aspect d'entrepreneur, cet esprit ou cette idée. Et puis, j'ai des choses qui sont plus fondamentales pour le progrès de l'humanité. Que ce soit dans la technologie de la santé, tu as mentionné le quantique et des choses liées à l'intelligence artificielle pour optimiser divers aspects. Nous sommes en train de développer un cas logistique en ce moment qui a un énorme impact sur de nombreux moyens de transport. Cela permettrait d'économiser beaucoup de dioxyde de carbone, et aurait un impact très positif économiquement et logiquement. Donc, ce sont des choses dans lesquelles je m'implique. Avec Neordi, nous intervenons soit avec des investisseurs, soit nous aidons à lever d'importantes levées de fonds. Nous investissons dans une fourchette spécifique. Nous faisons aussi du conseil en organisation, intervenant avec nos partenaires sur des travaux stratégiques au début de l'organisation. Donc oui, ce sont des choses auxquelles nous consacrons de plus en plus de temps. Et j'apprécie vraiment aussi parce que cela a un lien fort avec mes recherches pour des livres et des articles, ainsi que les sujets sur lesquels je travaille lorsque je voyage. Et j'ai le privilège de prendre la parole lors de nombreuses conférences, où je rencontre beaucoup de personnes et où j'obtiens de nombreux éclairages d'experts dans divers domaines. Donc pour moi, cette curiosité absolue d'apprendre tout reste un moteur qui remonte à mon enfance. Et aujourd'hui, j'essaie aussi de faire cela avec un sens des affaires en termes d'investissement et en m'impliquant dans les entreprises. Donc, c'est ça le groupe nordiste en résumé. Et oui, nous en sommes satisfaits de la façon dont cela évolue aussi et nous avons de grands projets pour les prochaines années avec l'organisation. Je consacre aujourd'hui beaucoup de temps à construire et façonner cela. Cela fait partie essentielle de mes tâches quotidiennes dans le soutien aux entreprises technologiques. Pour poursuivre ce sujet, parmi vos réalisations, vous avez initié de nombreux projets, dont l'Alliance économique quantique, et êtes partenaire fondateur et investisseur à l'Institut mondial pour le leadership et la technologie. Je ne l'ai pas précisé plus tôt, mais vous avez aussi été actif dans de nombreux domaines, notamment comme membre du conseil d'administration et investisseur à l'Initiative mondiale de la blockchain, GOBI, Initiative mondiale de la blockchain. Alors, parlez-nous un peu de ces différentes choses et probablement de celles qui vous tiennent le plus à cœur, car il y en a toute une liste que nous mettrons bien sûr en note. Je soutiens des organisations et domaines nouveaux ou émergents qui m'intéressent et que je souhaite approfondir. Évidemment, j'étais curieux de la blockchain en tant que technologie d'infrastructure. Je voulais comprendre les structures d'actifs du Bitcoin et les cas d'utilisation en entreprise. Que peut-on faire avec cette technologie? Et est-ce qu'il y a quelque chose de concret derrière tous ces jetons, ces pièces mêmes et tout ça? Donc, j'étais très curieux de cette évolution, alors j'ai un peu travaillé dessus. L'Institut mondial de technologie du leadership est géré par mon associé commercial dont je suis copropriétaire. C'est une entreprise éducative où je travaille peu. Certains clients viennent de mon réseau. Ce que nous faisons là-bas, c'est que nous intégrons certaines de mes réflexions philosophiques dans des programmes éducatifs et nous travaillons avec de grandes entreprises sur ce type de sujet, que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine du leadership ou aussi dans le domaine de l'écologie. Voilà donc l'organisation. Et avec l'économie quantique, oui, cela s'est essentiellement développé autour du livre. Et nous rassemblons la communauté et essayons de soutenir diverses initiatives. Il n'y a pas de grand modèle économique autour de cela, mais c'est essentiellement l'intérêt que j'ai pour le domaine de la technologie quantique et la notion philosophique qui y est liée. Je consacre aussi beaucoup de temps avec mon collègue Florian Neukert, membre du conseil d'administration de Terra Quantum et mon co-auteur. Et nous faisons beaucoup de ces échanges d'idées et de réflexions sur la façon dont la technologie quantique et le domaine quantique évoluent. Donc, c'est ma façon d'être étroitement impliqué, proche du développement de ces centres de recherche et des différentes organisations. Donc, je consacre aussi du temps à faciliter des événements et à rassembler la communauté pour faire partie de ce dialogue et obtenir les dernières mises à jour, ainsi qu'une compréhension des différents articles et des avancées technologiques. Donc, je suis très curieux de voir comment cela va évoluer, qui seront les leaders et quels seront les modèles économiques. Donc, j'essaie de ne pas forcément être à la pointe, mais au moins de faire partie des personnes qui reçoivent les informations sur les nouveautés dès les premiers stades.
C'est ainsi que je construis cela via l'économie quantique. Tu as beaucoup progressé depuis le début et moi aussi. Nous avons des limites, mais j'ai une grande question. Ce sera sans doute la dernière question. Je veux respecter ton temps. Concernant le nouveau livre, tu en as déjà parlé, mais j'aimerais aller plus loin. Donc, Ex Machina, l'expérience de Dieu, tu abordes tous les sujets que nous avons évoqués dans l'entretien jusqu'à présent, mais ton sous-titre est l'expérience de Dieu. Je veux aborder ce sujet car on l'a évoqué indirectement et je sais qu'il est important, mais ça m'intéresse particulièrement parce qu'au final, je pense qu'on joue au Dieu. Bien sûr, Noé dans le film et aussi dans le livre, Odell, et bien sûr, vous touchez à toutes ces choses différentes ici. Donc, l'une des choses, et c'est une partie de votre site web et une partie du livre, le livre n'est pas encore public, mais vous pouvez déjà le commander et profiter de tous ses avantages. Nous mettrons tous les liens ici, mais vous abordez de nombreux sujets différents, surtout dans une approche expérimentale. Et vous analysez, nous pourrions découvrir des preuves sur la nature de notre réalité. Et bien sûr, les limites computationnelles, et je cite en ce moment même le livre également. Bien que les limites computationnelles restent encore à surmonter, les observations et l'analyse de la simulation offrent de nouvelles perspectives sur l'existence, tout en reconnaissant les limites des connaissances scientifiques actuelles. Donc, je pense que ma question n'est pas de répéter ce que nous avons dit, et je pense que je pense que les gens peuvent écouter cela plusieurs fois. Il y a beaucoup de perles de sagesse ici, mais aussi beaucoup de points d'interrogation pour tout le monde. Donc, nous sommes clairement à une étape où nous jouons au Dieu avec nous-mêmes, tout d'abord parce que nous sommes en train de nous réinventer. Et tu en as déjà parlé auparavant. Tu peux créer toi, une intelligence artificielle humaine, une intelligence ou une sorte de partie augmentée de ce que cela signifie d'être humain. Nous jouons aussi avec le concept de Dieu. Bien sûr, c'est très scientifique, mais aussi pour les personnes plus religieuses, c'est probablement très délicat. Comment percevez-vous ce sentiment d'urgence irrésistible et de bouleversement? Parlez aussi brièvement du livre que vous avez mentionné. Je veux approfondir sur le livre car il sera lancé en janvier à Davos. Non, je veux dire, tout d'abord, j'ai beaucoup de respect pour différentes croyances. Je pense qu'avoir quelque chose en quoi croire, quel que soit Dieu, quoi que ce soit, est important pour beaucoup de gens, parce que faire face à une réalité non solide est très frustrant si on commence à penser à l'infini et à réfléchir aux différents défis auxquels nous sommes confrontés. Donc, je pense qu'en essence, j'ai un léger problème avec Vilinchant. Catégoriser les croyances semble être quelque chose qui n'a pas été très bénéfique pour l'humanité. Mais encore une fois, les cérémonies, aller à l'église, écouter cette communion, cet esprit de communauté. Et il y a beaucoup de sagesse dans l'éthique et les écrits, et ainsi de suite. Ai-je besoin d'un Dieu? Je suis ouvert. Je me considère comme un athée agnostique. Si tout le monde était d'accord, si le théisme modéré existe et qu'il n'y a qu'un Dieu, choisissez-en un et présentez-le-moi. Et je suis ouvert à réfléchir et à comprendre, d'accord? Est-ce que j'en ai besoin? Non, je n'en ai pas besoin. Et donc, dans le sens d'avoir cette base philosophique, je suis vraiment, vraiment ouvert à cela. Qu'il n'y a pas de choses que nous ne pouvons pas expliquer. Et c'est ce que nous examinons dans le livre. Et nous disons que, vous savez, si nous voulons obtenir la félicité, la divinité et l'immortalité créées par la technologie, en gros, nous sommes sur la voie de créer des dieux. Deus ex machina. Et vous savez, si nous faisons partie d'une simulation quantique, alors il doit y avoir quelque chose en dehors de cela. Vous savez, une sorte d'ordinateur de base qui possède quelque chose, un ordinateur de base. Et il doit y avoir un état initial, vous voyez? On se demande alors comment quelque chose peut évoluer à partir de rien. Et que resterait-il de nous si nous pouvions comprendre chaque atome, chaque fonction et chaque sous-particule biologique de notre corps? Et nous saurions tout? Si nous avions piraté la biologie, qu'est-ce que cela impliquerait? Que resterait-il de nous en tant qu'espèce humaine? Vous savez, existe-t-il une sorte de conscience collective supérieure qui ne soit pas computationnelle, qui ne soit même pas physique? Vous savez comment cela pourrait-il se manifester? Ce livre aborde ces questions. Et vous avez tout à fait raison de dire que même s'il n'y a pas eu beaucoup de progrès dans ce domaine pour trouver des réponses, la notion et le volume des débats, ainsi que l'intérêt, la curiosité et l'investissement pour essayer de comprendre ont certainement augmenté de façon exponentielle. Et maintenant, nous connectons nos cerveaux. Comme je l'ai dit, nous piratons la biologie et la chimie.
et cela va s'accélérer avec des algorithmes avancés. Le tableau périodique contient aujourd'hui 118 ou 119 éléments et atteindra sans doute 130 ou 140. L'intelligence artificielle via des algorithmes sur superordinateurs découvrira de nouvelles substances et structures, et cela, encore une fois, mènera à des avancées, et ainsi de suite. Donc, dans ce sens, le livre s'intitule L'expérience de Dieu, car nous essayons de tout créer, la compréhension. Donc, je veux dire, dès le départ, si nous enlevons, il y a aussi beaucoup de réflexions mémorables sur la façon dont le temps et l'espace ont eu leur heure de gloire et sur l'effondrement de l'espace et du temps. Tu as déjà imaginé, tu sais, créer ton propre père? Qu'est-ce que ça voulait dire, hein? Donc, voilà l'étendue des réflexions si tu commences à regarder toutes les absurdités et les étrangetés auxquelles on est confronté. Et donc, je pense que l'expérience de Dieu, pour moi, manifeste ou représente en quelque sorte le chemin sur lequel nous sommes. Nous voulons créer le Créateur. Et donc, dans le livre, nous écrivons sur le passage du créationnisme divin au créationnisme humain, donc du chemin divin de la création. Nous prenons maintenant la création en main et manipulons notre propre réalité au point de reconstruire tout ce que nous pouvons imaginer. Et c'est en essence le chemin vers la construction de cette simulation. Et vous savez, tous les atomes de notre univers, vous savez, pourraient, avec un ordinateur, c'est-à-dire un ordinateur quantique avec cette puissance, simuler toutes les particules et les atomes de notre univers. Mais le défi, comme nous en avons parlé auparavant, si cela se produit, vous savez, à l'infini, il y a 8 milliards d'univers. Finalement, l'entropie dans l'univers finirait par s'arrêter s'il n'y a pas de main divine à l'œuvre ou une intervention extérieure. Donc je pense au sous-titre du livre. Pour beaucoup, cela pourrait être un défi. Être fortement attaché à une croyance ou à une foi solide n'est absolument pas un manque de respect envers celle-ci. Comme je l'ai dit, j'ai un immense et profond respect pour la croyance. J'ai des difficultés avec les religions selon moi, mais je reste très agnostique. Parce que je peux au moins dire cela avec une grande confiance. Je n'ai aucune idée de quelle est la réponse finale à ces grandes questions sur les fondements de notre réalité. Mais j'ai le grand privilège d'assister et d'écouter toutes ces personnes qui sont bien plus intelligentes que moi, afin de pouvoir réfléchir à différents points de vue. Du point de vue spirituel, pour les personnes croyantes, que la conscience est fondamentale selon les croyants, que les mathématiques sont fondamentales selon les croyants, lié à une sorte de système de croyance panpsychiste selon lequel tout possède une forme de conscience. Toutes ces différentes visions allant aussi bien de l'interprétation des mondes multiples jusqu'à l'hypothèse de la simulation. J'ai le grand privilège, et j'en suis très reconnaissant, d'avoir rencontré beaucoup de ces personnes, d'avoir écouté ces personnes pour me forger mes propres opinions. Et certains jours, je penche plus vers un argument, et d'autres jours, je descends dans un autre terrier. Et ça me va parfaitement. Voilà pourquoi Florian et moi avons retenu l'expérience de Dieu comme sous-titre du livre Le Dieu sorti de la machine. Nous examinons que si une simulation existe, elle est faite par la physique fondamentale actuelle, soit la physique quantique. Et si l'accomplissement est là, alors, en gros, nous prenons la création en main nous-mêmes. Et alors, non seulement nous jouons au Dieu, mais en plus, vous savez, nous construisons une machine quasi divine. Et c'est donc pour cela que le livre porte ce titre. Oh, donc je souscris complètement et ça fait beaucoup de choses. Donc une dernière question, et elle est basée sur votre essai Le leadership faustien de Dieu, que j'adore. Je réfléchis souvent à cela. En construisant l'intelligence artificielle, nous utilisons tous nos données. Comme vous l'avez dit, nous créons déjà quelque chose de plus avancé, doté d'un pouvoir quasi divin, quelles que soient les croyances. Mais je pense que le mythe de Faust est très important pour le monde actuel. Au final, les humains concluent toujours un pacte pour agir. Et dans votre essai fantastique, vous avez abordé le fait que cela se manifeste dans la vie de nombreuses façons. Vous concluez en disant, et je suis sûr que vous expliquerez davantage, cette humanité implique activation. Et j'apprécie ce que vous avez dit, surtout concernant la technologie et l'intelligence artificielle. En tant que président directeur général, vous devez gérer, embaucher, licencier et prendre des décisions même en tant qu'humain.
Parfois, nous divorçons même de personnes que nous aimons ou avons aimées. L'une des choses que vous avez dites vient de là. L'humanité signifie l'activation grâce à laquelle nous sommes capables d'affronter nos propres démons et d'influencer positivement nos propres vies. Donc, je veux aborder ce point et je pense que c'est probablement ce que j'aime dans votre travail, c'est que vous pouvez être très profond, mais cela reste très humain. Cette part d'humanité est plus importante que jamais et j'essaie moi-même d'y réfléchir. Comment préserver notre humanité dans la compétition? Faustus le fait, parce que dans une entreprise, il faut d'une certaine manière éviter de se faire concurrence de façon négative. Mais dans certains cas, il y a beaucoup de gens qui sont en compétition. Cela dépend des cultures. Donc, je voudrais vous parler de cet essai pour ma dernière question. Comment gérez-vous le pacte de Faust? C'est le pacte avec le diable, disons-le comme ça. Non, je veux dire Faust. Goethe en parle dans son œuvre. Et cela nous ramène à ce débat, vous savez, sur le fait qu'au commencement, il y avait la lumière. Non, non, non. Au commencement, il y avait une action. Le Tat, la Handlung en allemand, et ce Vitat Imungwaditat, et c'est cela l'activation. Et pour moi, la partie leadership de cela, c'est, vous savez, c'est ce que vous êtes. En allemand, en anglais, on dirait héros d'action. Mais un héros d'action concerne l'action. En allemand, il y a un mot qui est décrit comme Handlung. C'est une activité d'activation, pas une activité d'action. Le terme tat signifiait tun, c'est-à-dire faire. Vous êtes ainsi un héros de l'action, mais cela n'a pas vraiment de sens. Ce sont l'un des mots magiques que vous avez dans la langue allemande et qui ne sont pas vraiment représentés dans la langue anglaise. Et j'ai eu du mal à le traduire en anglais. J'ai d'abord rédigé l'article en allemand sur le leadership en analysant le Faust de Goethe. Et je pense que la leçon à retenir, c'est qu'au commencement, il n'y avait pas la lumière, il y avait une action, il y avait de l'activité et quelque chose s'est produit. Comment pouvons-nous avoir des agents actifs? Comment obtenir des leaders qui agissent, anticipent et construisent l'avenir? Le futur, pour moi, c'est un verbe, vous savez, à travers le futur. C'est quelque chose que nous faisons. On pourrait rester passif et attendre, mais nous pouvons agir activement dans cette situation. Peut-être, comme aucune espèce humaine ou aucune génération avant nous, pouvons-nous influencer au moins notre propre réalité? Nous avons accès à une technologie incroyable, nous avons des ressources, et donc, vous savez, cette essence de l'activation devient tellement importante. Je pense que Faust représente bien le leadership. Et c'est quelque chose que j'ai écrit il y a quelques années en allemand. Et oui, mais je pense aussi que lorsque vous êtes sur ce sujet, vous le savez. Cela faisait aussi référence à une autre partie sur laquelle j'ai un article, désormais intégré au livre. C'est ce que j'appelle la blessure narcissique finale, en faisant référence aux blessures narcissiques freudiennes ou aux blessures narcissiques. Donc la première que vous avez eue, c'était évidemment Copernic. Vous avez découvert que nous ne vivons pas au centre d'un univers fini, mais sur une planète insignifiante à la périphérie d'un univers infini. Et ça, c'était la première blessure. La deuxième, évidemment, c'était Charles Darwin qui l'a découverte. Nous appartenons à une chaîne évolutive animale et ne sommes pas des créatures créées par Dieu. C'était la deuxième, à l'origine de nombreux progrès scientifiques et technologiques, aboutissant à la troisième blessure de Freud. Là où la découverte de soi et la psychologie freudienne existent, où libre arbitre et liberté comptent et la volonté désire quelque chose. Cela a de nouveau stimulé les progrès en neurosciences. Je pense que nous sommes maintenant à une sorte de blessure narcissique finale, où le risque que nous avons est de fusionner avec la technologie et de tout reconstruire. Mais quelque part en chemin, nous perdons l'autonomie, la réflexion sur ce que cela signifie. Donc, nous pourrions avoir la même conversation, mais personne ne la percevrait. Donc, vous entreriez en quelque sorte dans la matrice et vous savez, il n'y aurait personne pour l'observer. Nous aurions la conversation, mais sans conscience. C'est un peu comme Narcisse qui regarde fixement l'eau. Et il y a le reflet de cette beauté. Et l'image de la beauté est toujours là, mais il n'y a personne pour l'apercevoir. Vous avez le zombie humanoïde parfait. Et c'est ça le risque, la blessure narcissique ultime. Donc, avant d'en arriver là, je pense que chacun d'entre nous devrait être prudent à ce sujet. Alors, qui sera le dernier à sauter dans la simulation? À laisser les lumières allumées, c'est vraiment cool à vivre. Waouh, quelle belle façon de conclure cette heure et demie ensemble. Ce fut un honneur.
Et je pense que je demanderai probablement une deuxième prise où vous pourrez aller plus en profondeur. Je vais sûrement cadrer de nombreux concepts car aujourd'hui nous sommes allés en profondeur et il reste de grandes questions. Mais je pense que pour les personnes qui nous écoutent, nous allons mettre les liens vers tous vos essais, livres et sites web fantastiques. Il y a beaucoup de contenu en allemand et en anglais et vous proposez généreusement de nombreux textes. Je conseille à ceux qui nous écoutent de consulter cette recherche intéressante et d'acquérir également les livres car il y a beaucoup de concepts formidables. Je pense que tous les livres sont fantastiques et j'ai hâte de lire le prochain, le dernier qui sortira en janvier. Et Anders, merci pour ton inspiration, pour tout le travail formidable et les idées que tu partages avec le monde, ainsi que pour la provocation que tu apportes d'une manière très saine. Merci beaucoup.